On va continuer la visite de Parny, puisque vous avez vu l'église, vous êtes passé devant la grande fontaine. On va montrer aussi la chapelle Saint-Quirin, et voir ce qu'on appelle un tout d'esprit, grand lavoir de Parny. Donc ce grand lavoir, il est dans le boulevard Neuve, il est au pied d'une butte assez pentue, qui culmine dans les 450 mètres, la butte des Mouchots. Et devant, ça vous ne le voyez pas, devant coule le ruisseau de Mureaux. Vous ne le voyez pas parce qu'il a été, dans les années 1960, il a été couvert. Mais ce ruisseau donc, descend la rue du Lavoir et va se jeter dans la Sonnelle au niveau du Grand Pont. Voilà. Alors à cet endroit, il existait déjà, à la fin du XVIIIe, dernières années du XVIIIe et début du XIXe, il existait déjà quelque chose. Je ne veux pas dire un édifice, quelque chose qu'on appelait la fontaine de la côte. On trouve des indications qu'il y avait un abreuvoir, il y avait quelque chose pour faire la lessive, c'est pas quoi, un bassin, bon, et une halle. C'est le terme qu'on trouve dans les documents, qui abritait l'ensemble. Ça, c'est disons parcellaire. Là où on est mieux informé, c'est que, donc, à la fin des années 1800, oui, donc 1809, donc, tout le monde constate que cette fontaine de la côte tombe en ruine. Alors, probablement, la municipalité de l'époque a commandité, peut-être par l'intermédiaire du préfet, une étude par l'architecte Pierre Matet, qui est venu expertiser l'installation. Donc sa conclusion est tout à fait claire. Hein. La fontaine de la côte tombe en ruine, il faut une nouvelle construction, on ne peut pas récupérer l'ancienne. Et donc la commune embraye immédiatement et envoie au préfet une demande d'autorisation de procéder à la réparation de la fontaine de la côte, laquelle sert d'abreuvoir et en même temps de lieu pour laver le linge. Les choses vont, le préfet va donner l'autorisation et les choses vont aller assez vite. Hein. La requête de la commune est acceptée en 1810. C'est évidemment l'architecte Pierre Matet qui va être chargé de la construction d'un nouveau lavoir et l'adjudication pour un montant de 2371 francs a été donc obtenu par Nicolas Thierot, entrepreneur à Parny, et Joseph Gérard, entrepreneur à Neufchâteau. Donc, ils construisent un édifice, le voici. Malheureusement, on n'a pas les plans, enfin ça arrive assez souvent, à cette époque, on n'a pas les plans, mais on en a une description qui date d'une dizaine d'années plus tard. Et dans cette description, il apparaît que ce premier lavoir était un lavoir atrium, donc inspiré des architectures méditerranéennes, et un impluvium pour récupérer les eaux de pluie. Donc voilà deux exemples de petits lavoirs atrium pour donner une idée de ce que ça pouvait être éventuellement. Évidemment, on peut bien imaginer que ce type de lavoir n'était pas adapté aux conditions climatiques de la région. Donc, je suppose qu'il y a eu des récriminations au niveau de la population. Le conseil municipal de l'époque a continué à être à l'écoute et donc a réclamé la construction d'un autre lavoir selon les méthodes traditionnelles. Et il s'est adressé à un autre architecte, donc M. Langlois. Son prénom ne figure nulle part dans les documents que j'ai pu voir. Ce M. Langlois qui a, comme pour le lavoir précédent, qui a effectué une expertise, dont j'ai mis quelques extraits que je trouve assez savoureux. Hein. Donc il constate que dans ce lavoir atrium de Parny, donc, il faisait entonnoir, dans lesquels les vents s'engouffrent,
et avec plus de violence sur la tête et les bras des laveuses, qu'il y a des croûtes à moitié gelées qui empêchaient de laver et de rincer comme il faut. On imagine le travail des lavandières dans ces périodes. Donc, en même temps, M. Langlois constate, peut-être la suivante, donc il constate que, voilà, le gué se trouvait devant le lavoir, puisque à l'époque, évidemment, le ruisseau de Murau coulait devant le lavoir. Donc le gué devant le lavoir est couvert de grosses pierres jetées au hasard, et que ce gué est presque impraticable dans les temps de gelée pour les chevaux que l'on mène s'abreuver dans les eaux placées devant le lavoir. Donc M. Langlois reprend la question et il fait les plans pour la construction d'un nouveau lavoir, bien sûr, et en même temps, vous le voyez en bas, à droite, la construction d'un petit passage sur le ruisseau de Murau. Alors, cet édifice est classique, donc une toiture à 2 pans sur ferme. Les entrepreneurs sont les frères Alexandre et Jean-Louis Lafosse, de l'IFOL le Grand. Le montant de l'adjudication est faible, 1400 francs, par rapport au précédent qui était à 2000 et quelques. Ça s'explique par le fait qu'il y a un important réemploi des matériaux du fameux lavoir Atrium qui a été donc démonté. Donc ça marche. Le lavoir est livré en septembre 1825. Donc, mais vous voyez, c'est un petit lavoir. J'ai coupé l'échelle sur le document. Donc, le bâtiment faisait 50 mètres carrés, un bassin de 14 mètres carrés, c'est pas beaucoup. C'est même très juste. Alors, ce qui est intéressant aussi, données qu'on trouve dans l'adjudication, donc je vous ai dit 1400 francs, on sait combien étaient payés les ouvriers. Donc la journée d'un manœuvre, c'était 1 franc 30. La journée d'un maçon, 2 francs. La journée d'un charpentier, 2 francs 25. Un tailleur de pierre, 3 francs. Un tailleur de pierre. Et le mieux rémunéré, c'est le voiturier. Une location de voiture à 3 chevaux, c'est 9 francs la journée. Voilà. Alors ce lavoir, bien qu'il soit petit, qu'il soit né dans des conditions un petit peu particulières, eh bien il a bien fonctionné. Il a bien fonctionné pendant une trentaine d'années. Il n'y a pas de traces de complications, de difficultés. Mais au milieu du 19e, dans les années 1850, naît l'idée de construire, de transformer, de reconstruire un autre lavoir. Alors, pour quelle raison? Je pense que la première raison, c'est l'exiguïté du premier lavoir. Pour une population de 400-450 habitants, c'était certainement juste. Le petit passage sur le ruisseau de Murau, etc., ça fonctionnait, mais c'était peut-être un peu juste. Ensuite, il y avait peut-être, c'est des hypothèses, l'idée d'assainir, parce qu'il y a eu, on l'a évoqué tout à l'heure, une importante épidémie de choléra qui a touché Pargny en 1854. 420 habitants, 140 malades, 26 décès. Donc peut-être que les gens se sont dit, mais peut-être notre lavoir, il est petit, il est vieux, il est plus aux normes, comme on dirait aujourd'hui, donc on va en profiter pour faire quelque chose de mieux. J'imagine aussi peut-être, c'est une époque où il y a beaucoup d'idées de lavoir qui naissent dans la région, et même très largement, je pense, au-delà, l'idée de un peu une émulation, une idée de faire, on va faire mieux, on va faire plus beau, et donc d'apporter un aspect un peu plus monumental, enfin, monumental parmi, en toute modestie, encore une fois.
Voilà, donc ces idées. Et puis alors, il y a une énorme opportunité qui apparaît, c'est qu'on vote au Parlement, on est sous la Deuxième République, là, on vote en février 1851 une loi, donc, relative à la création d'établissements modèles de bains et lavoirs publics. Et l'intérêt principal de cette loi, c'est que les constructions pouvaient être subventionnées, moyennant respect d'un cahier des charges, à 30%. Donc voilà, des idées, une incitation, c'est pas nouveau, une incitation fiscale, et donc la commune se lance dans la construction, la demande pour la construction d'un nouveau lavoir, le troisième en quelque sorte. L'architecte qui est sollicité, c'est M. Abel Matet. Alors, Abel Matet, c'est le fils du Pierre Matet qui était à l'origine du malencontreux lavoir à Trium. C'est quelqu'un qui est important pour la région, enfin pour notre petite région. Il était architecte, il était aussi ingénieur, ce qui lui donnait peut-être une vue plus large sur certains problèmes. Il était aussi apparenté au sous-préfet, ce qui parfois peut faciliter les choses. Il a beaucoup travaillé, donc vous pourrez trouver dans la publication des archives départementales il y a quelques années de l'inventaire des architectes des Vosges, vous aurez, c'est sûrement pas complet, mais vous aurez déjà une liste des édifications, des travaux auxquels il a contribué. Donc sur Neufchâteau, dans la région de Neufchâteau, à Liffol, sur le côté Mouzon aussi. Donc c'est une personnalité importante de l'époque. Il a une rue d'ailleurs à son nom aujourd'hui dans Neufchâteau. Alors, qu'est-ce qui fait M. Abel Matet, pardon, qu'est-ce que M. Abel Matet fait comme lavoir? Donc, les plans ou représentations de sa construction sont parus, le moniteur des architectes, donc en 1800, dans le numéro de l'année 1855 de cette revue. Donc vous voyez là ces deux illustrations, vous voyez tout de suite, en comparant à la photo de tout à l'heure, que c'est notre lavoir actuel, qui a donc été conçu et construit par Abel Matet. Donc en 1856, c'est la date de livraison. Donc le grand lavoir de Parny, c'est Abel Matet 1856. Alors, on retrouve donc sur l'illustration, là, à gauche, en haut, les deux dauphins adossés de part et d'autre d'un trident, que vous aviez peut-être remarqué sur la première photo. Donc c'est dans le devis, ça n'apparaît pas. C'est pas mentionné, on n'a pas de nom de sculpteur, on n'a pas de prix, etc. Il se trouve qu'à Cousset, au lavoir, alors de la plage Jeanne d'Arc, pas celui que vous avez vu tout à l'heure, lavoir de la plage Jeanne d'Arc, il y a en fronton une sculpture de lavoir, de dauphins, adossés de part et d'autre d'un trident qui est visiblement de la même main que celui de Parny que vous avez à gauche. Donc on a juste ajouté des volutes je ne sais pas si on dit la bouche ou la gueule des dauphins, pour occuper les coins du fronton. Alors quand on va chercher au niveau de la construction de ce lavoir, il est bien de Matet, il date de 1860, donc il est un peu postérieur à celui de Parny, mais il n'y a pas de nom de sculpteur, ni de tailleur de pierre. On apprend seulement qu'il a coûté 40 francs. Bien. Voilà pour l'extérieur. Alors, l'intérêt principal du lavoir de Parny est plutôt à l'intérieur du lavoir. Donc, alors, l'intérieur, au sol, un grand bassin dans la longueur, les pierres de lavoir,
et puis longue banquette de pierre de chaque côté. Ça, il n'y a rien de génial. Par contre, c'est la toiture qui est particulière. Donc ce n'est pas une toiture sur ferme traditionnelle. Vous voyez que ce sont en fait des pièces courbes qui sont assemblées, boulonnées 2 par 2 et qui sont assemblées pour former des arceaux qui supportent la toiture. On a une espèce là de, peut-être que je vais un peu loin, mais de prémisse du lamellé collé en quelque sorte. Enfin, c'est pas collé, c'est boulonné, ça serait plutôt du lamellé à coller. Voilà. Donc ça c'est l'état aujourd'hui, 2 exemples de ces 2. J'ai essayé de voir si on en trouvait d'autres du même genre. Je n'ai trouvé qu'un seul exemple dans la Meuse, à Fromeréville-les-Vallons. C'est un peu à l'ouest de Verdun. Voilà, voilà Fromeréville-les-Vallons. On continue. Voilà. Alors, le lavoir, il a fonctionné jusque dans les années 50. Et c'est au moment où l'eau est arrivée à domicile, où l'eau courante est arrivée à domicile, que son déclin, évidemment, logiquement, a commencé. D'abord, les foyers, on s'est équipé de petits lavoirs individuels en fibrociment, avec une tablette devant. Et puis, bien sûr, la machine à laver est arrivée, s'est popularisée. Et il restait quelques vieilles habitudes qui pensaient que les machines à laver abîmaient le linge et les lavaient moins bien, etc. Mais le déclin était inéluctable. Il y a eu un petit sursaut lorsque les ouvriers turcs sont venus à Parny pour travailler aux usines de menuiserie. Voilà. D'ailleurs, même quand ils sont partis à Neufchâteau, ces ouvriers turcs, ils revenaient périodiquement au lavoir de Parny pour laver. Bon, finalement, bien sûr, le déclin était inéluctable. Alors, le lavoir a été plus ou moins abandonné, négligé. Voilà une photo des années 80. On le voit quand même se dégrader sensiblement. Et donc, le maire de l'époque, M. Gérard Aubertin, a entrepris avec la commune, la municipalité, de restaurer le lavoir. Donc c'est grâce à lui que finalement on voit encore ce lavoir aujourd'hui. Alors, la restauration a été faite en 1996. Donc c'était 1856 pour la création par Abel Matet. Donc sa restauration en 1996. Alors petit point amusant, et je terminerai là-dessus. Vous voyez devant le lavoir, il y a ce bassin hémisphérique. Vous avez peut-être remarqué que sur la photo précédente, il n'était pas. Donc c'est M. Aubertin, Gérard Aubertin, qui a, lui, en quelque sorte, achevé, en faisant construire ce bassin, qui a achevé la construction commencée un siècle plus tôt par M. Abel Matet. Voilà l'histoire de notre grand lavoir.